C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la conférence des Nations Unies sur l'océan. Elle se tient à Nice, dans le sud de la France. Les pays africains sont représentés. Les défis du continent sont immenses. Coup de projecteur sur l'île Maurice où les actions se multiplient pour protéger le lagon. Reportage dans un instant. Tension autour de la candidature de Maurice Kamto au Cameroun. Le candidat à la présidentielle d'octobre a été empêché de tenir une réunion avec les cadres de son parti à Douala. Il a dû rentrer dans la capitale. Nous serons à Yaoundé dans ce journal. Et puis le départ d'une caravane de soutien à Gaza à Tunis. Algériens et Mauritaniens ont convergé vers la capitale tunisienne pour en prendre part. Cette caravane n'est pas un convoi humanitaire, mais un geste symbolique de soutien aux Palestiniens. Nous serons à Tunis dans un instant. La conférence des Nations Unies sur l'océan, elle se tient à Nice, dans le sud de la France. L'occasion pour nous de nous intéresser à certains pays du continent. Ce soir, coup de projecteur sur l'île Maurice, où les défis sont urgents entre le rétrécissement des plages et le blanchiment du massif des coraux. Vous verrez que les actions se multiplient pour restaurer le lagon et repenser l'avenir maritime du pays. Reportage à Port-Louis d'Abdoulaye Rali. Christophe vit à Maïbourg, village côtier du sud de Maurice. Depuis 3 ans, aux côtés de bénévoles et d'étudiants en biologie marine, il plonge pour une mission peu ordinaire, replanter des coraux. Quand les coraux meurent, c'est tout l'écosystème qui vacille. Il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu. Les poissons qu'ils ont trouvés avant, on ne retrouve plus maintenant. On essaye de donner un petit coup de main à la mer pour qu'ils puissent respirer. La restauration de la biodiversité marine a commencé il y a plus de 15 ans. Une centaine de pêcheurs ont été formés avec l'appui des autorités et des ONG. Dans les universités, de nouveaux cursus forment la relève scientifique. Sur ce bateau, tous sont étudiants. Ça peut être comme une goutte d'eau dans l'océan, mais je trouve que c'est important d'aider à notre manière pour que justement on puisse aider les générations futures à voir ce que nous on a vu. C'est très important de préserver notre patrimoine. L'île Maurice dépend beaucoup des coraux pour son économie. À l'autre bout de l'île, l'Institut océanographique surveille la santé des coraux. Le programme de restauration affiche plus de 90% de réussite. Mais au début de cette année, une 3e vague de chaleur marine a provoqué un blanchissement massif des coraux à un niveau jamais observé. On l'a vu, en 1998, c'était à 10%. En 2016, c'est devenu entre 40 et 50, mais maintenant c'est 80%. Et les coraux essayent d'adapter, mais ils n'arrivent pas. Dans ce contexte, Maurice veut intensifier ses efforts, mieux surveiller, mieux comprendre et surtout mieux faire connaître l'enjeu de son espace marin à sa population. Le cœur y est aujourd'hui. Il y a 15 ans, 20 ans, je dirais qu'à l'île Maurice, on regardait les champs de canne, on regardait des développements fonciers. Aujourd'hui, notre regard ne se tourne plus vers l'intérieur, mais vers le large. La zone économique exclusive de Maurice s'étend sur 2,3 km², l'une des plus vastes d'Afrique. À Port-Louis, le défi est de transformer cette immensité bleue en moteur de croissance. Tension autour de la candidature de Maurice Kamto au Cameroun. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 a été empêché de tenir une réunion avec les cadres de son parti à Douala. Il était tout juste de retour d'une tournée clôturée à Paris par un grand meeting. Des dizaines de militants de son parti ont été interpellés à la suite de ces événements. La correspondance à Yaoundé de Marcel Amoko. Maurice Kamto est de retour à Yaoundé. Il a été accompagné ce lundi par un cortège de militants de son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, à son domicile situé à la périphérie de la capitale camerounaise. Celui qui est arrivé deuxième lors de l'élection présidentielle de 2018 a été empêché pendant 48 heures par des dizaines de policiers et de gendarmes de tenir une réunion avec les cadres de son parti à Douala. Selon maître Fabien Keigné, un avocat proche du MRC, plusieurs dizaines de militants de ce parti ont été interpellés. Il faut rappeler que plusieurs cadres du MRC, parmi lesquels Alain Foguet, le trésorier du parti, et Bibou Nissak, le porte-parole de Maurice Kamto, purge toujours une peine de 7 ans d'emprisonnement à la prison centrale de Yaoundé. Le professeur Maurice Kamto, dont le parti avait boycotté les élections législatives et municipales de 2020 et qui est candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre prochain, cristallise le débat politique ici au Cameroun autour de la pertinence de cette candidature au regard de la loi
électorale qui dispose que seuls les partis ayant des élus peuvent présenter des candidats à l'élection présidentielle. Un climat politique de plus en plus tendu ici au Cameroun, à 5 mois d'une élection présidentielle cruciale. Paul Biya, 92 ans, dont 42 au pouvoir, n'a toujours pas fait connaître officiellement, en tout cas, sa position, même si pour les militants du RDPC, le parti au pouvoir, sa candidature pour un 8e mandat de 7 ans ne fait aucun doute. Au Togo, 3 jours après des manifestations contre la mauvaise gouvernance, la hausse de l'électricité, l'arrestation du rappeur Amron et une réforme de la Constitution qui renforce les pouvoirs du président Faure Gnassingbé, les organisations de la société civile dénoncent de nombreuses interpellations sans donner de chiffres précis sur le nombre de personnes arrêtées. La correspondance régionale d'Emmanuel Sochi. Certains ont assisté à des arrestations, d'autres n'ont pas vu réapparaître des proches depuis le 6 juin. Je ne vous cache pas qu'il est difficile d'avoir des chiffres exacts car il y a aussi des familles qui ont peur et donc elles n'osent pas déclarer publiquement ou sur les réseaux sociaux la disparition de proches. Les personnes interpellées sont issues de tous les milieux. Vous avez des étudiants, des enseignants, d'ailleurs des associations d'étudiants dénoncent selon leurs termes une répression injustifiée. De son côté, la Ligue togolaise des droits de l'homme qui a parcouru des commissariats et des groupements de gendarmerie n'a pas pu établir une liste définitive. La Ligue évoque des blocages, notamment au niveau de la brigade anti-gang, là où seraient retenues de nombreuses personnes. Ils exigeaient une autorisation. Je ne sais quel genre d'autorisation ils voudraient et on leur a demandé où est-ce que nous pourrons avoir les autorisations. Ils nous ont rien dit. On se demande comment ils traitent ces personnes-là. Et Dieu seul sait ce qu'ils font de ces personnes-là et Dieu seul sait quelle information ils veulent nous cacher par rapport à ces arrestations. De son côté, la ministre de la Communication du Togo, que nous avons sollicité, confirme toutes ces arrestations, mais impossible pour elle de donner un chiffre, elle ne le connaît pas, nous a-t-elle dit. Selon elle, des passants ou des curieux qui ont été interpellés seront libérés à l'issue d'enquête. Ceci étant, elle nous indique que ces manifestations n'avaient rien de pacifique et en plus, elle ajoute que ces manifestations ne respectaient pas la loi. Autrement dit, selon elle, il n'y a pas eu de demande d'autorisation en bonne et due forme. L'indignation au Kenya après la mort en cellule d'Albert Ojwang, un Kenyan qui avait été arrêté pour ses publications sur les réseaux sociaux. Il a été retrouvé inconscient dans une cellule du commissariat central de Nairobi et samedi, est déclaré mort à l'hôpital. La police évoque des blessures auto-infligées. Fin de citation. Une version officielle contestée par les défenseurs des droits humains. Clémence Valère. Réunis devant la morgue, ces manifestants refusent de laisser la mort du blogueur Albert Ojwang passer sous silence. L'homme a été arrêté par la police kenyane samedi dans le comté d'Homa Bay, dans l'ouest du pays. Il a ensuite été conduit 350 km de là, à Nairobi, où il a passé la nuit en détention, avant d'être déclaré mort dimanche suite à des blessures à la tête, auto-infligées selon la police. Nous avons vu le corps hier et il avait beaucoup de blessures aux mains et au niveau des épaules. La tête était enflée et ensanglantée autour de la bouche et du nez. Selon les autorités, Albert Ojwang avait été arrêté pour avoir publié sur X un post insultant un officier haut gradé. Lundi, l'inspecteur général de la police a annoncé l'ouverture d'une enquête, affirmant que les policiers et officiers de garde cette nuit-là ont été suspendus. Lors d'une inspection de routine de la cellule, Ojwang a été trouvé inconscient. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital de Bagati pour y être soigné. À son arrivée, il a été déclaré mort. Compte tenu des circonstances entourant l'incident, il a été nécessaire d'enquêter sur le décès conformément au règlement régissant les décès en garde à vue. La mort d'Ojwang a suscité l'indignation sur Internet et a relancé les appels à manifester pour exiger que le gouvernement rende des comptes. Plusieurs associations, dont Amnesty International, ont demandé la publication du rapport de l'enquête et que tout agent jugé responsable devait être soumis à la justice. Tunisiens, Algériens et Mauritaniens se sont retrouvés ce lundi à l'aube à Tunis pour entamer un convoi symbolique vers Gaza, une caravane qui passerait par la Libye pour l'Égypte. Objectif arrivé au point de passage de Rafah. La caravane Somoud n'apporte pas d'aide humanitaire mais veut marquer un acte symbolique de soutien aux Palestiniens. Nos correspondants Lilia Blaz et Hamdit Lili étaient sur place.
Ce sont plus d'1 millier de personnes qui ont pris leur voiture ou embarqué dans des bus, comme vous pouvez le voir derrière moi, ce lundi matin, pour participer au convoi humanitaire du collectif citoyen Soumoud, un collectif tunisien qui réunit des membres de la société civile, mais aussi des avocats, des médecins ou des citoyens ordinaires qui ont voulu se joindre à la marche internationale pour Gaza. C'est une initiative qui prend un caractère maghrébin et qui démontre en réalité que malgré la fragmentation politique de la région, les peuples sont éminemment soudés, éminemment unis, le cœur avec les Palestiniens, et on espère que cette initiative aboutira. Il est temps d'arrêter la guerre à Gaza. Après l'inaction des gouvernements et des décideurs politiques, après la passivité de tout le monde pour stopper cette guerre, en particulier ceux qui prétendent défendre les droits de l'homme. Il est temps pour nous de montrer que nous pouvons encore nous mobiliser, même avec peu de moyens pour soutenir les Palestiniens. Ce convoi humanitaire composé de Tunisiens mais aussi d'Algériens qui ont fait la route ce week-end pour rejoindre la caravane à Tunis vont se diriger vers la frontière libyenne aujourd'hui, traverser la Libye, puis rejoindre ensuite l'Égypte où ils espèrent arriver d'ici vendredi jusqu'à El Arish et partir de cette ville du Sinaï à pied pour tenter de rejoindre le poste frontalier de Rafah. À pied pour tenter de rejoindre le poste frontalier de Rafah. Et ce soir, nous recevons le cancérologue et chercheur Moaz Ben Ali. Il travaille sur un vaccin thérapeutique contre le cancer basé sur l'ARN et l'intelligence artificielle. Bonsoir, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce vaccin. Tout d'abord, justement, expliquez-nous ce que c'est, comment fonctionne-t-il. Le vaccin contre le cancer existe déjà, mais il s'agit d'un vaccin thérapeutique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Bonsoir Amel, bonsoir à vous téléspectateurs. C'était bien de préciser qu'il y a déjà un vaccin. C'est un vaccin conventionnel préventif, le vaccin contre le papillomavirus qui prévient contre le cancer du col de l'utérus. Et récemment, il y avait ces résultats qui ont été publiés lors de l'ASCO, donc à Chicago, la semaine dernière, d'un vaccin thérapeutique. Ce vaccin thérapeutique qu'on a commencé à les développer depuis maintenant plus qu'une décennie qu'on travaille dessus. Et c'est un vaccin à ARN messager, vous l'avez bien précisé. Ce vaccin, il se base sur l'originateur, ça sera le lymphocyte ou les cellules de l'immunité de patient lui-même. Et on prend l'ADN tumoral, mais aussi l'ARN tumoral, donc ce qu'on appelle transcriptome, et on oriente pour booster cette immunité contre l'ARN des tumeurs lui-même. Donc c'est ça le concept scientifique de ce vaccin. Ce vaccin s'avère très promoteur, donc lors des premières phases de développement, c'est une phase 1-2, et ça nous incite comme chercheurs de passer aux phases suivantes de l'approbation de ce vaccin. Alors, on imagine que cela nécessite beaucoup de moyens pour développer ce genre de vaccin thérapeutique. N'êtes-vous pas inquiet, notamment par l'annonce des États-Unis de quitter l'OMS ? Oui, c'est un séisme. Et je pense que ce séisme n'a pas trouvé de... Ça veut dire, personnellement, j'ai attendu à beaucoup d'actions suite à cette décision depuis 25 janvier, maintenant 2025. Les fameux décrets exécutifs de monsieur le président Trump 155, je pensais qu'il y aura des réactions. Par contre, vu qu'il s'est retiré de l'engagement des États-Unis envers l'OMS, les répercussions ils étaient beaucoup plus sur les systèmes de santé les plus fragiles, donc le système de santé africain, s'il existe déjà, car personnellement, j'étais toujours en train de soulever que les systèmes de santé africains sont fragiles vu qu'on les résume à des systèmes plutôt de soins. Et même les systèmes de soins sont très aberrants. Il manque beaucoup de choses. Donc c'est l'Afrique la première victime de cette décision finalement. Ah oui, c'est l'Afrique. Et déjà, après 5 mois, les retombées, ils étaient là. Beaucoup de problèmes aujourd'hui en Afrique, et surtout sur leur système de santé. Je peux même citer, à titre d'exemple, choléra au sud du Soudan. Déjà, c'était dû à la fermeture de 7 structures de santé
au Soudan du Sud. À cause de la guerre, notamment. À cause de la guerre. Je rappelle aussi que l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, elle concentre 67% des patients qui vivent avec des VIH. Donc, dernièrement, on a des ruptures de stock, mais aussi des pénuries des antirétroviraux. Et ça rappelle aussi des points qu'on a toujours soulevés sur la souveraineté de l'Afrique et les stocks stratégiques de traitement d'intérêt thérapeutique majeur. Donc, les répercussions, ils étaient intenses sur le système de santé fragile des pays africains. Alors le danger, c'est que ces vaccins ne soient accessibles qu'aux plus riches, y compris en Europe. Qu'en est-il du continent africain? Déjà, le problème, ce n'est pas un problème pharmaco-économique, tout court. Vous avez compris que ce vaccin nécessite beaucoup de moyens, mais ces vaccins aussi nécessitent des structures bien déterminées, ce que j'ai appelé personnellement des centres de référence pour qu'on puisse soigner des patients avec ces vaccins. Dans ces centres de référence, je vous rappelle que pour ces vaccins, l'originateur de principes actifs, c'est le corps humain et c'est le patient lui-même. Donc, il y a une étape qui s'est faite dans ces centres de référence. C'est l'étape qu'on appelle aphérèse. Donc, cette étape ne se fait pas, malheureusement, aujourd'hui en Afrique. En Afrique, on a commencé à avoir un centre de référence en Afrique du Sud, mais pour la recherche, et seulement pour une étape qui a été préliminaire à l'arrivée de ces vaccins, c'était les CAR-T, les chimériques antigènes récepteurs lymphocytes T, et c'était avec l'aide des labos. Donc, il faut des centres de référence, mais il faut aussi des ressources humaines. Le médecin qui va traiter les patients doit être scientifique de haut niveau, ce qu'on appelle en Occident les clinical scientists. Et cette formation, malheureusement, n'existe pas. La même chose pour le soin infirmier pour ces patients, c'est des study nurses au lieu d'infirmiers et tout ça. Donc, il y a une infrastructure aujourd'hui qui n'existe pas et ça soulève aussi un autre point clé que est-ce que l'Afrique aujourd'hui doit continuer avec des systèmes de soins qui sont toujours en défaillance et qui sont toujours en dépendance de l'aide étrangère, ou est-ce que l'Afrique doit penser à instaurer un vrai système de santé avec toute une souveraineté? Je ne suis pas en train de dire qu'on ne travaille pas, car à la fin, la santé, c'est universel, on ne travaille pas en partenariat avec l'Occident. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, combien coûte ce vaccin et le traitement? Aujourd'hui, je rappelle que ce vaccin il est en phase de développement, mais je vous donne à titre d'exemple quelque chose qui ressemble beaucoup à ce vaccin et qui est autorisé aujourd'hui, qui est sur le marché. Ça coûte aux alentours d'1 million pour guérir un patient. Donc la pharmacoéconomie, elle est très importante, mais aussi la logistique est très, très importante pour ces... Merci infiniment, docteur Mouaz Ben Ali, cancérologue, chercheur. Merci infiniment d'être venu nous sensibiliser sur cette question du système de santé sur le continent et de ce vaccin. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.